un certain nombre de réformes, réforme des institutions, réforme de la justice, réforme territoriale, décentralisation, déconcentration, et j'en passe. Il faut comprendre donc que la phase de redressement ne commence pas aujourd'hui avec le document que nous vous présentons. C'est l'un des éléments de ces réformes préalables, c'est-à-dire l'assainissement du cadre macroéconomique dont a parlé tout à l'heure M. le ministre de l'Économie. Il faut comprendre donc que cette phase de redressement a démarré depuis les premiers jours du mandat, puisque le président de la République a convoqué les assises de la justice, ça fait partie de la phase de redressement, les assises politiques, ça fait partie de la phase de redressement, un certain nombre d'états généraux sectoriels ont été organisés dans le secteur de l'industrie et du commerce, dans le secteur de l'hydraulique, dans le secteur du transport, entre autres. Toutes ces opérations s'incrustent dans cette phase de redressement. Et donc, vous pouvez situer l'opération, l'exercice d'aujourd'hui dans cette première partie, c'est-à-dire les réformes préalables à des actions futures, dans le sens qu'il concerne un des points, l'assainissement du cadre macroéconomique et l'impact de cet assainissement sur l'économie et sur le social. La deuxième phase, le deuxième élément de cette phase de redressement, c'est les réformes techniques qui préparent le terrain pour le développement d'autres services. Vous aurez dans ces réformes techniques les réformes sur le plan du numérique, par exemple. L'identité numérique unique est un élément important de cette phase. J'allais dire même tout ce qui a été conçu dans le New Deal technologique. Et la troisième phase, c'est la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Je crois que sur le terrain de la bonne gouvernance, des actes substantiels ont été posés. Et les derniers en date, c'est le paquet de projets de loi qui a été adopté avant-hier en Conseil des ministres portant sur la réforme de l'OFNAC, sur l'accès à l'information, sur la déclaration de patrimoine, entre autres, et sur la reddition des comptes. Le travail se poursuit méthodiquement dans le respect des règles de droit. L'objectif de cette première phase, c'est-à-dire la phase de redressement de la vision 2050, c'est de tourner définitivement le braquet d'un modèle ancien vers un modèle nouveau, préalable à l'impulsion et à l'accélération. Et ces réformes constitueront une des priorités du premier quinquennat. Nous avons toujours posé le débat en termes de système et non pas en termes d'hommes. Et un système, c'est beaucoup plus l'interaction de règles, d'attitudes, de comportements. Et les réformes que nous allons entamer dans cette phase de redressement nous permettront de tourner la page de ce système que nous avons souvent décrié pour en ouvrir une autre. Pourquoi maintenant un plan de redressement économique et social? Cela est lié à l'héritage qui nous a été légué. Nous savions tous que l'héritage n'allait pas être des plus légers. Durant tout le temps passé dans l'opposition, nous l'avons crié fort, nous l'avons dénoncé avec des arguments valables, et nous étions même allés jusqu'à prévenir les Sénégalais des difficultés auxquelles il fallait s'attendre, quel que soit le régime qui remplacerait le défunt régime. Et aujourd'hui, les différents audits réalisés aboutissent à un constat sans appel. L'audit des finances publiques, qui a démarré avec le rapport établi par l'Inspection générale des finances, conforté, pour ne pas dire aggravé, par l'audit de ce rapport par la Cour des comptes, et enfin par le rapport de
de Forvis Mazars, cet audit, ces différents audits débouchent sur un constat très difficile pour le Sénégal, d'un déficit qui cumule à 14% et d'une dette publique qui est de 119% du produit intérieur brut. 14% contre 4, quelque chose pour cent qui avait été déclaré et 119% contre 74% qui avait été déclaré par l'ancien régime. Évidemment, et c'est le lieu de féliciter et de rendre un hommage à son Excellence le Président de la République, qui aurait pu faire le choix de la dissimulation. Je me rappelle des rencontres tenues autour de lui au palais avec les différents ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie et le désormais ministre d'État chargé de l'agenda et un certain nombre de ses conseillers, des réunions qui nous avaient permis d'apprécier la gravité de la situation, mais surtout des conséquences de l'exercice de vérité, si on choisissait de dire la vérité. Nous en étions conscients. Et le président a dit, je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le dérouler sur un mensonge et le conclure par un mensonge. Et cet exercice de vérité a pour conséquence le respect difficile des engagements internationaux. Mais le Sénégal a tenu et jusqu'à présent, nous avons respecté notre signature, nous avons respecté nos engagements internationaux, sans pour autant que ça n'empêche le pays de continuer à faire face aux défis cruciaux à l'intérieur. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre des Finances et du Budget, à toutes ses équipes, au ministre de l'Économie, qui chaque jour déploie un trésor d'énergie pour faire face à nos engagements internes et extérieurs. L'autre conséquence, c'est des conditions de plus en plus difficiles de financement extérieur, sur le financement extérieur. Évidemment, notre signature s'est dégradée. Vous avez vu tous les conséquences en termes de notation du Sénégal. C'est une des conséquences auxquelles nous nous attendions quand le président a décidé de se livrer à cet exercice de vérité. Le défi du retour à l'orthodoxie budgétaire, notamment l'objectif de revenir à 3% de déficit dans moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2027. Un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative du moins. Et donc, la moitié du chemin a été parcouru déjà. Et de revenir également à un niveau d'endettement raisonnable et respectueux des critères de convergence dans le cadre de l'espace UEMOA. Tout ceci combiné à l'attente légitime des Sénégalais. Nous sommes au XXIe siècle, les peuples sont devenus impatients. Les peuples n'attendent plus, les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand on hérite d'un legs, c'est avec son passif et son